Les GPU, par où commencer? Je pourrais vous sortir un historique pompé sur Wikipédia, mais bon, on s'en fout un peu, hein. Alors on va passer directement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire comment ça marche. Non, à vrai dire, pour poser correctement la problématique, ce serait en quoi un CPU est différent d'un GPU. Pourquoi une Intel HD graphique est capable de rendre une image en 1080p plus vite qu'un Core i7, et réciproquement, pourquoi on a encore besoin des CPU? Alors, parce que j'aime bien parler de choses concrètes plutôt que de théorie, on va prendre l'exemple spécifique de mon laptop. C'est un ordinateur doté d'un Core i7 4700MQ ainsi qu'une Nvidia 765M. Et on va essayer de comparer un petit peu les deux. Alors, tout d'abord, il faut poser un petit peu les bases de l'architecture. J'ai déjà fait cette blague. Les CPU comme les GPU modernes sont conçus pour faire plusieurs choses en même temps. La différence, c'est qu'un CPU doit faire plusieurs tâches différentes en même temps, là où un GPU doit faire la même tâche un très grand nombre de fois. Ce qui en découle, c'est que les deux sont des unités de calcul, basées sur le même genre de composants, c'est des transistors, c'est des ALU, c'est des portes logiques, mais on s'en sert et on les agence de manière très différente. La première différence, la plus évidente, c'est le nombre de cœurs. Bon, ça vous devez déjà le savoir, mais un Core i7 a 4 cœurs. Par contre, la Nvidia 765 en a 768. Alors forcément, pour en faire tenir autant sur une puce qui fait quasiment la même taille, c'est pas exactement le même genre de cœur. On verra plus tard que pour gagner de la place, certains composants étaient mutualisés. Mais avant d'entrer dans ces détails, je voudrais parler de deux choses, le SIMD et le pipelining. Le SIMD pour Same Instruction Multiple Data, c'est une technique qui consiste à travailler sur plusieurs données différentes avec une seule instruction. Pour encore une fois prendre un exemple concret, on a l'extension SSE de l'archi x86 qui ajoute des registres nommés XMM, qui sont des registres de 128 bits, mais dans lesquels on peut du coup faire tenir 4 floats de 32 bits, sur lesquels on va pouvoir faire le même genre d'opération arithmétique que sur n'importe quelle float. La différence, c'est qu'on va faire 4 fois la même opération sur des entrées différentes. Le pipelining d'instructions à côté, c'est un autre système qui permet de faire plusieurs choses à la fois, mais cette fois en découpant les instructions en morceaux. Dans une implémentation très simplifiée, on peut imaginer qu'on découpe l'exécution d'une instruction en 3 étapes. Aller chercher l'instruction depuis la mémoire, la décoder et l'exécuter. On peut se dire que potentiellement, on peut faire ce genre de choses en même temps. On peut aller chercher en mémoire une instruction pendant qu'on est en train d'en décoder et en exécuter des autres. Et par extrapolation, plus on rajoute d'étapes, plus on va faire de choses en même temps et donc plus on est performant. Pour l'architecture Haswell du Core i7 par exemple, on a un pipeline qui est composé d'entre 14 et 19 étapes en fonction des instructions. Alors bien entendu, ce serait très bien si c'était aussi simple que ça, mais forcément il y a des problèmes avec ce système. L'exemple le plus simple, c'est quand une instruction a besoin du résultat d'une instruction précédente. Forcément, on ne peut pas lire le résultat d'une instruction qui n'a pas encore été exécutée. Du coup, dans certains cas, les processeurs sont capables de forwarder le résultat d'une instruction dans une autre, et si c'est pas possible, et bien dans ce cas-là, on va insérer des bulles dans le pipeline qui sont littéralement des instructions vides pour faire passer un tour aux instructions précédentes le temps de propager les résultats. L'autre gros problème du pipelining, c'est qu'un programme, ce n'est pas un fil d'instruction ininterrompu. On a très souvent des branches. Aujourd'hui, les processeurs modernes sont capables de faire de la prédiction de branches, c'est-à-dire qu'ils savent à peu près estimer que le programme va partir dans telle ou telle direction, va exécuter ou pas tel jump conditionnel. Mais quand il se trompe, et bien dans ce cas-là, il faut flusher tout le pipeline et recharger un autre fil d'instruction, ce qui prend énormément de temps. Bon, tout ça c'est très bien, mais depuis tout à l'heure, je parle que des CPU. Qu'est-ce qu'il en est des GPU dans tout ça? Eh bien, en fait, il fonctionne sur un principe un petit peu similaire, c'est-à-dire un mix des deux. J'ai parlé tout à l'heure des étapes de lecture et décodage des instructions. Eh bien, un GPU va mettre en commun ces étapes sur des groupes de 32 threads appelés des warps. Les warps vont donc exécuter les mêmes instructions simultanément, mais avec des données différentes pour chaque thread. Et c'est pour ça qu'il est fortement déconseillé d'avoir des branches dans un shader, parce que plus que devoir flusher le pipeline, tous les threads d'un même warp vont devoir exécuter la première branche, puis la deuxième avant de se resynchroniser. Bon, évidemment, si tous les cœurs faisaient exactement la même chose en même temps, ce serait pas si performant. Donc on a quand même divisé le GPU en ce qu'on appelle des streaming multiprocessors, qui eux sont capables d'avancer indépendamment les uns des autres. Le mot streaming est intéressant ici parce qu'il nous rappelle qu'un GPU est finalement pas si différent du fonctionnement d'une vidéo YouTube par exemple, où on va charger des données depuis un hôte externe, les décoder et les lire. Salut à tous. Jusque-là sur ma chaîne, j'ai pas mal parlé d'informatique parce que c'est quand même le sujet que je maîtrise le mieux, mais il y a d'autres choses qui m'intéressent, en tout cas suffisamment pour que je veuille en parler en vidéo. Et c'est notamment le cas des animés et des mangas. Donc aujourd'hui, on va parler de Recreators. Recreators est une série produite par le studio Troika qui avait précédemment fait Alnoa Zero. Elle est réalisée par Aoki, qui en plus d'Alnoa Zero a réalisé Fate Zero et Garai Zero, comme un thème, ainsi que l'excellente adaptation d'Oro Musco. Le concept original de la série lui est crédité à Rei Hiroe, qu'on connaît surtout comme étant l'auteur du manga Black Lagoon. Alors de quoi ça parle? Eh bien, l'histoire commence avec Sota, un lycéen ordinaire, mais dont on comprend rapidement avec sa chambre que c'est quand même un otaku. Mais alors qu'il regarde le dernier épisode de
Elemental Symphony of Vogel Chevalier, sa tablette fait un écran bleu, oui. Et il se retrouve projeté dans l'animé. Sauf qu'en fait non, c'est le personnage de Celesia Yupitiria qui se retrouve dans sa chambre, ainsi que son ennemi pour l'épisode, un personnage avec un chara-design beaucoup trop cool pour être un one-shot. Bonjour l'humanité, ou du moins ce qu'il en reste, nous sommes... Oh. C'est vrai que d'un côté c'était inévitable, mais bon... Y a pas de zombies. Non, c'était juste des vidéos pour YouTube. Bah oui, je sais, Ah! Donc j'ai fait une série sur moi qui fait une série. C'est méta. Ouais bah attends, tout à l'heure je vais te faire lire un truc, tu vas halluciner. Attends, pourquoi c'est sur moi, toi, que ça tombe? Parce que je suis la seule personne qui veut bien tourner dans tes vidéos. Bon, on fait quoi? Bah là je fais une vidéo sur un animé, mais c'est pas trop ton truc. Je sais, mais j'ai rien mieux à faire. Vas-y, continue. Bon, les deux personnages continuent de se battre dans le monde réel, et Silesia se voit aidée par Meteora Osterreich, un personnage du jeu Avalken of Réminiscence. Elles parviennent à mettre leur ennemi en fuite et Meteora explique que cette princesse en uniforme militaire, faute de connaître son nom, sera l'antagoniste de la série. Et c'est à ce moment-là que Sota, après avoir expliqué à Silesia et Meteora leur origine respective, a, dans un rare éclair de génie, l'idée de leur faire rencontrer leur créateur. Et si c'est malheureusement impossible pour Meteora puisque le scénariste de son jeu est mort depuis, Silesia fait en revanche la rencontre de Takashi Matsubara, l'auteur du light novel Vogel Chevalier original, ainsi que de Marine, l'artiste qui en a produit les illustrations. Et c'est à ce moment-là que la série devient vraiment intéressante, quand les personnages se posent autour d'une table et discutent de leurs conditions de créateur et création, de leur rapport à la réalité, de la responsabilité d'un auteur vis-à-vis de ses créations en tant que dieu vivant de son œuvre, ainsi que de leur lien avec le public. Alors effectivement, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi j'ai binge-watché toute la série des Monogatari, alors je suis plus à ça près. Visualise un film de 1h20 avec 80% de dialogue et 4 acteurs. C'est une pièce de théâtre. Ah non, mais par contre, dans les 20% où ils se battent, ils se mettent des patates assez forts pour t'arracher un bras. Et d'ailleurs, c'est aussi un des points forts de la série, les combats dantesques sur des musiques épiques d'Hiroyuki Sawano. Parce que, Sawano. Quelque part, c'est un peu du fanservice pour scénaristes. Une série avec des dialogues pas toujours forcément géniaux, mais qui ont le mérite d'aborder des sujets intéressants, et une série qui est parfaitement consciente de son média, qui se gêne du coup pas pour aligner un line-up de personnages totalement improbable. Là où la série pêche par contre, c'est quand il s'agit de développer ces personnages. Ceux issus de l'univers de fiction brisent les archétypes mis en place par leurs auteurs quand ils se retrouvent face au monde réel, ce qui est pas mal. Mais les personnages issus du monde réel sont eux complètement unidimensionnels, ce qui les classe d'oubliables à carrément agaçants dans le cas de Sota. Après son rôle de substitut du public, il se retrouve complètement dépassé par les événements et ne sert plus à rien si ce n'est un monsieur exposition quand un nouveau personnage arrive. J'ai parlé rapidement du chara-design du personnage d'Altaïr que j'ai trouvé très bien pensé parce qu'il sert le récit. En voyant ses artworks, on imagine très bien qu'il pourrait être populaire sur des réseaux sociaux. En règle générale, j'ai trouvé le design des personnages assez bien fichu. Ceux issus d'univers différents se démarquent visuellement, ceux provenant de la même œuvre gardent des traits communs et en général, le design de la série reste cohérent. Je regretterais juste l'usage de la CGI qui est systématique pour les mechas, mais ce dont on pouvait s'attendre de la part du studio qui a produit Alnoa Zero. Au final, ma conclusion sur la série, elle est assez mitigée. Sur le papier, c'est une série qui avait tout pour me plaire et que j'ai suivi avec attention. Mais elle a suffisamment de points frustrants pour qu'au final, je la classe dans cette catégorie de série que j'ai bien aimée mais que je vais rapidement oublier. Et que j'aurais du mal à recommander à un public non averti parce qu'il risquerait de passer à côté de tout le propos méta pour se retrouver avec une série d'action qui est finalement assez banale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai l'intention d'élargir un petit peu les sujets dont je parle dans ma chaîne. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo qui parlera de physique nucléaire. A plus. Oui. Le streaming. J'en étais où? Quand j'ai dit qu'on chargeait des données depuis un serveur, comme depuis la mémoire, la comparaison n'est pas totalement anodine. Certes, aller chercher quelque chose dans la mémoire vidéo, ça va quand même plus vite que faire un échange TCP, mais comparé à la vitesse d'exécution d'un processeur, la mémoire est quand même terriblement lente. C'est pas nouveau, cela dit, hein, c'est un problème qu'on connaît depuis longtemps, et on a des solutions pour ça. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quand l'accès à une ressource est lent? On met un cache, et puis un autre cache, et puis un autre cache devant pour être bien sûr.
En tout, le Core i7 par exemple a 6 mégas de cache. Et pour un CPU, ça marche bien parce qu'on a très souvent besoin d'accéder aux mêmes endroits de la mémoire. Pour un GPU qui fait du streaming, c'est un petit peu plus délicat parce qu'en général, on va lire un vertex, le transformer et puis passer au suivant, et c'est tout. Cela dit, les caches, c'est pas la seule solution qui existe au problème de latence de la mémoire. Sur les CPU Intel, par exemple, on a une technologie qui s'appelle l'hyper-threading, qui consiste à créer 2 cœurs logiques pour chaque cœur physique. C'est pour ça que le Core i7 apparaît comme ayant 8 cœurs et pas 4 dans le gestionnaire de périphériques. De cette manière, le système d'exploitation envoie 2 fois plus de threads au CPU qu'il ne peut réellement en gérer, mais ça permet au CPU d'avoir la liberté, si un thread est en train d'attendre une lecture mémoire, de pouvoir faire autre chose en attendant. Bien entendu, c'est pas totalement gratuit, ça nécessite de dupliquer certaines parties du matériel, notamment les registres, pour pouvoir switcher de l'état d'un thread à un autre. En comparaison, sur les GPU Nvidia, on a une technologie qui s'appelle le Giga Thread Engine. L'idée, c'est de bien montrer qui a la plus grosse. Et effectivement, ça fonctionne comme pour les CPU, en plus gros. Toujours dans l'exemple de la GeForce 765, elle dispose de 65 536 registres de 32 bits. Ça fait 256 kilooctets de registres. Au final, ça s'inscrit dans un processus tout à fait logique. Là où les CPU se doivent d'être génériques, les GPU sont eux parfaitement optimisés pour faire des calculs graphiques au détriment de certains autres types d'opérations. C'est un fait très important qui est que très souvent un algorithme pourra être très facilement parallélisable. C'est notamment le cas de la physique, comme on a pu le voir avec Physics, ou plus récemment du machine learning, qui a suscité un engouement tel que certains constructeurs ont intégré des circuits spécifiques dans leurs cartes. Par exemple, Nvidia appelle ça des Tensor Core. Bon, c'est surtout parce que le machine learning ça fait vendre, en vrai c'est juste des circuits pour faire des multiplications de matrices. Toutefois, il reste toujours des tâches qui ne peuvent pas être parallélisées, pour lesquelles on aura toujours besoin des CPU, et c'est notamment le cas des algorithmes cryptographiques. Par exemple, Bcrypt a été conçu spécialement pour tourner lentement, et même sur un GPU, afin de toujours garantir que les hashes encryptés avec seront résistants à des attaques par brute force. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Si vous aimez bien me voir parler d'informatique ou d'animé, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour de la physique nucléaire.